Salut à toutes, salut à tous, on y est, Milan-San Remo, le premier monument de l'année, l'excitation est à son comble, c'est la première fois de l'année qu'on a un affrontement entre les monstres que sont Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar qui sont considérés un petit peu comme tout le monde par les deux grands favoris. Mais attention, il y en a d'autres dans cette course parce que c'est une course qui est relativement facile et du coup ça la rend difficile à gagner pour ceux qui sont vraiment supérieurs. C'est 291 km à Milan-San Remo, c'est la plus longue course de l'année. C'est plutôt plat tout le temps en fait. À mi-parcours, il y a l'ascension du Passo del Turchio, qui est une ascension assez longue et régulière. Et puis ensuite une longue descente jusqu'à la côte. Et ensuite on longe la côte jusqu'à San Remo. Et on finit par avoir 5 petites ascensions dans le final. Le Capo Mele, le Capo Servo, le Capo Berta. Et puis surtout la Cipressa et le Poggio San Remo, qui sont les deux ascensions toujours un petit peu décisives. Elles sont pas très pentues, ça dépasse jamais les 5%. Cipressa, c'est 5,6 km à 4%. Le Poggio, c'est 3,6 km à 3,7%. Donc forcément, dans ces pourcentages pas suffisamment forts, c'est pas facile de faire les différences, mais c'est pourtant là que Pogacar va tenter de distancer Mathieu Van Der Poel et tous les autres sprinteurs. Donc parce qu'on parle de Pogacar et de Van Der Poel, mais il y en a d'autres, des gros favoris, des outsiders. Et j'en pense notamment à 3 qu'on a vu en grande forme récemment. Mats Pedersen sur Paris-Nice. Et puis Jonathan Milan et Filippo Ganna sur Tirreno Adriatico. Les deux Italiens à domicile qui vont vouloir évidemment se montrer. Il y a encore d'autres coureurs évidemment qui sont favoris. Déjà, c'est intéressant de voir que sur le top 10 de l'an passé, les 10 coureurs qui ont fini aux 10 premières places l'an passé, ils sont tous là. Ils sont tous là cette année, que ce soit Jasper Philipsen, le tenant du titre, Michael Matthews, Tadej Pogacar, Mats Pedersen, Alberto Bettiol, Matej Moric, Maxime Van Gils, Jasper Stuyven, Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel. Ils sont tous là, tout comme Pidcock qui avait fait 11e. Donc voilà, il y a du beau monde. Il y a aussi pas mal d'anciens vainqueurs au départ. On a même John Degenkolb qui s'y était imposé en 2015 et qui est là. On a Julien Alaphilippe, vainqueur en 2019. On a Jasper Stuyven, vainqueur en 2021, Matej Moric, vainqueur en 2022, Mathieu Van Der Poel, vainqueur il y a 2 ans, et Jasper Philipsen, vainqueur l'an passé. Donc tout autant également de coureurs qui sont favoris, mais on n'oublie pas les autres sprinteurs, notamment Binyam Girmay pour l'Intermarché Venti, qui pourrait vraiment se montrer cette année. On a Olaf Koy pour la Visma Lease Bike, qui est aussi plutôt en forme. Et puis on a des punchers. On a Alexa Rambourou pour la Cofidis. On a Romain Grégoire, côté français, qui est probablement la meilleure chance, avec aussi, bien sûr, Julien Alaphilippe. On a Magnus Cort pour l'Uno-X. Alberto Bettiol pour Astana. Maxime Van Gils pour la Red Bull Boransgro avec Roger Adria, avec Laurens Pitty, Danny Van Poppel. C'est une belle équipe pour la Red Bull aussi, un beau collectif. La Lidl Trek aussi, du monde, ils ont Milan, ils ont Pedersen, ils ont Stuyven. Donc là, c'est beau, avec Badjoli, avec Ciccone. Une vraie belle équipe. Il y a du suspense aujourd'hui. On est vraiment sur les nerfs là, pour savoir qui c'est qui va réussir à s'imposer. Parce que c'est la première fois de la saison. Avant, on avait eu Pogacar tout seul, on avait eu Van Der Poel tout seul, on avait eu Vingegaard tout seul, on avait eu Van Aert tout seul. Mais on n'avait encore jamais eu un de ces 4 qui s'affrontait, ni même avec Roglic ou Evenepoel. Et aujourd'hui, on en a enfin 2 qui sont sur la même course. Et pas n'importe quelle course. C'est le monument Milan-San Remo. La 116e édition de la Primavera. C'est vous dire à quel point cette course est ancienne, à quel point ça remonte. Et puis, information importante, il pleut. Il pleut aujourd'hui, il fait froid. Il fait à peine 8 degrés. Il pleut légèrement et forcément, ça aura son incidence, notamment dans les descentes de la Cipressa et surtout du Poggio. Parce que c'est une descente où on se rappelle que Matej Moric, par exemple, avait fait la différence. L'an passé, c'était là où Pogacar avait été repris par le groupe Philipsen. Donc, ça va rendre la course un peu plus incertaine encore, avec déjà des risques de chute. Mais aussi, probablement, on va vouloir moins prendre de risques. Forcément, dans ces descentes, il y aura plus de difficultés de faire des différences. Et donc, a priori, ça va plutôt favoriser une arrivée groupée qu'une arrivée solitaire. Mais bien sûr, ça, c'est de la supposition. Et puis, à noter que 2 coureurs ne sont pas partis. Cédric Bullens de la Lotto et Simon Clark de l'Israël Première Tech. Ils ont fait le déplacement jusqu'ici, mais finalement, ils doivent être malades. Ils ne partiront pas aujourd'hui. Tous les autres, et notamment les grands favoris, sont là
pour ce Milan-San Remo. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0, on l'a passé, mais toujours pas de départ officiel parce qu'il y a quelques coureurs qui ont eu des problèmes techniques dans cette procession de départ, et notamment Tadej Pogačar et Jonathan Milan. Donc on va pas partir sans eux quand même. On attend que tout le monde soit revenu avant de lancer le départ. À noter que voilà, aujourd'hui nous avons 25 équipes, les 18 équipes World Tour ainsi que 7 équipes Pro Tour invitées. Ces équipes invitées, ce sont l'Israël Premier Tech, la Lotto, la Q365, la Team Solution Tech Vini Fantini, la Tudor Pro Cycling, l'Uno-X Mobility et la VF Group Bardiani. Et c'est parti pour Milan-San Remo. Le départ officiel est donné et déjà des attaques. Et forcément, ce sont les équipes italiennes que l'on voit tenter de prendre l'échappée, notamment des coureurs de la Bardiani, un coureur d'Arkea, un coureur de la Lotto aussi qui tente de partir. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, dès que comme il pleut, beaucoup ont des vestes noires et que ça va pas être facile de voir, encore une fois, qui est qui. Le coureur de la Lotto qui continue son effort, Baptiste Weistrofer, le français, qui a un coureur d'Arkea dans sa roue, mais pour l'instant ça sort pas. Ça relance pour un coureur de l'Uno-X, avec encore le coureur d'Arkea BNB Hotel dans sa roue. Allez, ils ont pris 10 mètres d'avance, c'est le plus gros écart pour l'instant depuis le début. C'est Frédéric Versnes qui est parti là, le vainqueur d'étape sur Tirreno Adriatico au terme d'une superbe échappée, accompagné de Mathis Lebert pour Arkea Samsic, pour Arkea BNB Hotel. Il se retourne beaucoup, Mathis Lebert. Allez, il faut y aller là pour essayer de prendre un coureur de l'Intermarché Venti qui revient. Mais derrière, c'est un coureur de la Lotto qui mène le peloton. Lui aussi veut prendre l'échappée. Et ils sont repris. Allez, 3 coureurs qui ont repris encore un peu d'avance. Un coureur de l'Intermarché Venti, un coureur de la Bardiani et encore un coureur de l'Arkea. C'est pas Mathis Lebert cette fois. 3 Italiens qui sont partis dans cette échappée. Alessandro Verre pour l'Arkea. Martin Marcellucci pour la Bardiani. Et Tommaso Nencini pour la Solution Tech Vini Fantini. En fait, c'était pas un coureur de l'Intermarché, ils ont les mêmes avants jaune fluo, mais en fait c'est la Solution Tech Vini Fantini, Tommaso Nencini, Martin Marcellucci et Alessandro Verre. Ils ont pris un petit avance, là, ils ont 15 secondes d'avance sur le peloton. On note que dans l'Arkea BNB Hotel, il y a un Français qui pourrait se montrer aussi avec Kevin Vauquelin, qui est un puncher, c'est une course qui pourrait lui correspondre, tout comme Axel Zinglet pour la Visma Lease Bike. Voilà les Français avec Robin Grégoire et Julien Lafilippe que l'on attend aujourd'hui. Ça sera plus compliqué pour un coureur comme Warren Barguil ou Bastien Trochon qui sont aussi là, Aurélien Paré-Peintre, Victor Lafay, pourquoi pas, pour la Décathlon AG2R, capable de créer des surprises, comme on l'a vu sur le Tour de France. On a aussi Axel Laurence, qui roule désormais à la Ineos Grenadier. Et puis du côté de la Visma Lease Bike, on n'oublie pas l'absence de Wout van Aert, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est Olaf Koy, le leader de l'équipe. Wout van Aert qui a déjà gagné ce Milan-San Remo et qui donc n'en fait pas un objectif cette année. 4 coureurs là, qui arrivent encore à sortir du peloton. Ça avait attaqué pas mal, mais le peloton ne laissait pas partir. Et là, il y a clairement eu un accord dans le peloton pour laisser partir ces 4-là. Alors que les 3 devant ont 30 secondes d'avance. On a un coureur de l'Arkea. Encore une fois, on a un coureur de la Bardiani, un coureur de la Lotto et un coureur d'une 4e équipe que là, je ne reconnais pas tout de suite. On retrouve Baptiste Weistrofer là pour la Lotto et Mathis Lebert pour l'Arkea BNB Hotel, les 2 Français qui sont partis en compagnie de Mark Stewart, britannique, de la Solution Tech Vini Fantini et un autre Italien, Filippo Turconi de la Bardiani, de la VF Group Bardiani Faesene, qui sont les 4 qui à être sortis. Ils vont probablement réussir à rejoindre les 3 de devant et on se retrouverait avec donc 7 coureurs. 7 coureurs a priori là c'est une bonne taille pour une échappée dans Milan-San Remo. En général c'est à peu près ça, on peut monter jusqu'à 10, rarement plus. 265 km de l'arrivée et la jonction qui se fait entre les 3 de devant et les 4 de derrière. Ils sont donc 7 hommes en tête avec 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. L'échappée est donc complètement validée désormais. Alors qu'il y a quand même un coureur là, qui tente de les rejoindre en chasse-patate. C'est Christian Sbaragli de la Team Solution Tech Vini Fantini. Là, il y a déjà 2 coureurs de la Vini Fantini devant avec Mark Stewart et Tommaso Nencini. Mais Sbaragli veut essayer de les rejoindre. On a donc 2 Vini Fantini, 2 Bardiani avec Filippo Turconi et Martin Marcellucci. Et 2 coureurs d'Arkea BNB Hotel aussi, avec Mathis Lebert et Alessandro Verre. Et enfin, un coureur de la Lotto avec Baptiste Weistrofer. 2 Français, 5 Italiens et un Britannique. Et peut-être un 6e Italien qui va se rejoindre avec Christian Sbaragli.
Il est bien sorti du peloton. Ça fait déjà une dizaine de kilomètres là, qui roule derrière. Il est plus qu'à 1 minute des 7 hommes de tête. Ça va lui coûter un bel effort, mais il va probablement finir par rentrer. Christian Sbaragli, qui est d'un des 4 coureurs les plus expérimentés, puisque c'est la 11e fois qu'il participe à Milan-San Remo. C'est la 12e fois même, puisqu'il a déjà participé 11 fois. Seul Michael Matthews, Diego Ulissi et Simon Clark ont fait autant, mais Simon Clark, il n'est pas parti. Donc voilà, ils sont que 3 à participer à leur 12e Milan-San Remo aujourd'hui. Et ça discute beaucoup dans l'échappée. Hein. On a les coureurs de la Vidi Fantini qui disent à Baptiste Weistrofer, le coureur de la Lotto, piano, piano. On a notre équipier Sbaragli derrière qui tente de revenir. Alors vas-y mollo, le temps qu'il revienne. C'est assez étonnant. Il rigole bien. Et là d'ailleurs, il y a un équipier qui va aller attendre Sbaragli pour le ramener sur les 7 hommes de tête. Ils vont bientôt être 8. Il faut même une pause pipi. Là. Les échappés, il faut dire qu'ils ont pris pas mal d'avance. Hein. Ils ont désormais 5 minutes 40 d'avance. Ils roulent et roulent, alors que derrière le peloton, lui, est vraiment un train de sénateurs. Ils prennent beaucoup d'avance, mais il fallait quand même laisser Sbaragli rentrer. Il n'y a pas de raison de lui infliger un effort trop important. Ils sont donc 8 devant, désormais, avec 5 Italiens, 2 Français et un Britannique. Ce seront eux les échappés du jour. Jusqu'où pourront-ils tenir ? Ça, c'est la question dans des conditions pas faciles. Hein. On les voit qu'ils ont froid. Il y en a déjà qui commencent à s'agiter les mains. Les sensations qui diminuent sur le bout des doigts. Les vestes de pluie. Ça sera vraiment sur 293 km. Ça va être une course d'endurance, de résistance aussi. Donc à la souffrance et au froid, il n'y aura pas que les kilomètres à endurer. C'est des conditions qui avantagent un coureur comme Mats Pedersen qui aime ça, ou comme Tadej Pogačar qui n'aime pas trop le chaud. Il préfère le froid. Il y a des coureurs qui seront plus performants que d'autres grâce à dans ces conditions. 253 km de l'arrivée désormais. On a donc 8 hommes en tête avec 5 minutes 40 d'avance sur le peloton. Filippo Turconi, Alessandro Vere, Mathis Lebert, Tommaso Nencini, Baptiste Weistrofer, Martin Marcellucci, Mark Stewart et Christian Sbaragli. Ils sont 8 hommes à l'avant. Ils comptent 3 minutes 30 d'avance sur un peloton qui n'est mené que par un seul homme. Hein. Ils sont 8 contre 1, basiquement. C'est Sylvain Dillier pour l'Alpecin de Koenig, le Suisse qui roule, coéquipier de Jasper Philipsen et de Mathieu Van Der Poel. Il est le seul à rouler en tête du peloton. Et c'est lui qui maintient cet écart autour de 3,30. L'écart qui est monté jusqu'à 5 minutes et qui a petit à petit descendu. C'est resté longtemps autour de 4 minutes. Désormais, ça tourne autour de 3,30. Sylvain Dillier qui fait un gros boulot en tête du peloton pour ne pas laisser trop de marge aux 8 hommes de tête, qui toutefois, bien sûr, continuent leur effort. Ils ont entre 19, le plus jeune, c'est Filippo Turconi, 19 ans. Le plus vieux, c'est Christian Sbaragli, 34 ans. C'est la première fois pour Baptiste Weistrofer, Tommaso Nencini, Mark Stewart et Filippo Turconi qu'ils participent à Milan-San Remo. Pour Marcellucci, Vere et Lebert, c'est seulement la 2e fois. Et puis donc pour Christian Sbaragli, c'est la 12e fois. Donc on va voir un petit peu ce qu'a fait Christian Sbaragli dans les précédents Milan-San Remo. Et puis dans sa carrière en général, parce qu'il a quand même 34 ans, le coureur. C'est un coureur qui a commencé sa carrière en 2013 du côté de la MTM Qhubeka, l'équipe sud-africaine. Il a évolué alors en division continentale. L'équipe est devenue la Team Dimension Data en 2016 quand elle a rejoint le World Tour. Il y est resté 2 ans en World Tour avant de redescendre en division continentale du côté de la Israel Cycling Academy. Pendant 2 ans là aussi, puis il a rejoint le Pro Tour et l'Alpecin Phoenix en 2020. Il y est resté 4 ans, le temps que l'équipe devienne l'Alpecin de Koenig et remonte en World Tour. Et puis il est redescendu encore en Pro Tour en 2024 du côté de la Coratec Vidi Fantini, devenue cette année la Solution Tech Vidi Fantini. Donc voilà, il a fait pas mal de montées et de descentes avec ses différentes équipes entre le Continental, le Pro Tour et le World Tour. 34 ans, une énorme expérience donc, mais une seule victoire dans sa carrière. Hein. Une seule victoire pro, mais c'est une très belle victoire puisque c'est une victoire sur la Vuelta. En 2015 à l'époque, il s'imposait au sprint. Hein. Dans une étape au sprint, il devançait John Degenkolb et José Joaquín Rojas. C'est la seule victoire de la carrière de notre ami Sbaragli. Mais voilà, c'est une victoire prestigieuse sur un grand tour. Et sinon, rien, hein, que ce soit dans des courses non World Tour ou un petit peu moins prestigieuses, il n'a jamais rien gagné d'autre. Une seule victoire en carrière. C'est quand même incroyable pour ce coureur si expérimenté qui a fait 5 fois le Giro, 3 fois la Vuelta, 2 fois le Tour de France.
et qui a donc remporté cette étape en 2015 sur la Vuelta. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc ces monuments. Il a fait donc 11 fois, c'est sa 12e fois qu'il participe à Milan-San Remo. On l'a vu aussi 3 fois sur Liège-Bastogne-Liège, 6 fois sur le Tour de Lombardie. Il n'a par contre jamais fait les classiques pavés que sont Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Son meilleur classement sur Milan-San Remo, c'est une 26e place en 2020. Il a donc jamais intégré le top 20, 26e. Il l'a vu aussi faire 32e ou 39e, mais voilà, ça reste là. L'an passé, il était là, il avait terminé 84e, il n'avait pas pesé. Aujourd'hui, il est devant. Et pas sûr qu'il fasse un top 20 non plus, bien sûr, parce que si c'est piste devant, ça veut dire qu'il va être lâché probablement dans le final quand l'échappée sera probablement repris. Après, on ne sait jamais, mais on le sait. C'est évidemment souvent comme ça. Cette année, il a participé à l'UAE Tour, où on ne l'avait pas vraiment vu. Il était aussi sur l'Estrade Bianche, mais il avait abandonné. Et aujourd'hui, il est à l'avant avec 2 de ses coéquipiers de la Vinitech, de la Solution Tech, Vini Fantini, Tommaso Nencini et Mark Stewart qui sont avec lui. Il y a aussi donc 2 coureurs de la VF Group Bardiani Faisane, Martin Marcelluzzi, Filippo Turconi, les 2 coureurs de l'Arkea BNB Hotel, l'équipe française avec Mathis Lebert et Alessandro Verret, et le français de la Lotto, Baptiste Weistrofer. On est tout pile à 200 km de l'arrivée. Ils ont 3 minutes et 37 secondes d'avance sur le peloton. Toujours dans des conditions très compliquées, il fait froid, il y a de la pluie, c'est humide, on voit beaucoup de coureurs se tourner les bras pour se réchauffer les mains. On a vu Tadej Pogačar plusieurs fois lutter comme ça contre le froid. C'est dur. Ouais, vraiment des coureurs qui, à mon avis, vont avoir du mal aujourd'hui à supporter cette température. Après, une fois qu'on sera sur la côte, a priori, les températures seront un petit peu plus clémentes. Une fois qu'on aura monté cette montagne-là du Turquino, qu'on sera redescendu, ça sera peut-être un peu plus supportable. Ça sera aussi le moment probablement où la Team Emirates va prendre les choses en main. Pour l'instant, on ne les a pas vus. Mais on se doute qu'une fois le long de la côte, ou peut-être même dans la descente du Turquino, c'est une descente avec la piste un peu technique. Ils vont peut-être essayer de forcer l'allure pour lâcher quelques sprinteurs pas très à l'aise en descente. On verra ça. Mais on n'en est pas encore là. Les échappés qui viennent de passer le sommet du Passo del Turquino. C'était la première ascension du jour. C'est 2,4 km à 5,3%. C'était en pente douce jusqu'à cette ascension finale. Ils ont 3 minutes 10 d'avance sur le peloton qui est toujours mené par Sylvain Dillier. Ça fait 150 km qu'il est en tête du peloton, le gamin. Et il n'est pas fatigué, il continue de maintenir cet écart avec les 8 hommes de tête. C'est assez impressionnant. Alors que donc on arrive dans cette descente, attention, la route est humide, il ne pleut plus vraiment, mais par contre la route est quand même mouillée. Donc il faut faire attention aussi bien dans l'échappée que dans le peloton. On voit toujours pas les Emirates à l'avant. On a pu penser peut-être qu'ils accéléraient dans le Turquino ou dans cette descente, mais c'est pas le cas. Ils prennent leur mal aux patience, ils vont attendre probablement les 50 derniers kilomètres. On est encore loin de l'arrivée, 150 km, donc on a le temps de s'intéresser à un autre échappé. Alors j'avais dit que Sbaragli, il avait gagné qu'une seule victoire dans sa carrière. Mais c'est déjà pas mal parce que les 7 autres qui sont avec lui n'ont jamais gagné, tout simplement. Ce sont tous des coureurs qui sont vierges de palmarès. Et c'est le cas notamment du français qu'on ne connaissait pas trop là, Baptiste Weistrofer. Il a déjà 24 ans, donc c'est pas un jeune qui débute dans le cyclisme, mais c'est sa première saison, on va dire, professionnelle du côté de la Lotto. Il était l'an passé du côté de la Development Team, l'équipe jeune de la Decathlon AG2R, la mondiale en division continentale, mais il n'a pas été prolongé du côté de la Decathlon. C'est la Lotto qui l'a recruté pour lui faire signer son premier contrat pro. L'an passé, il a remporté une étape sur le Tour de Bretagne cycliste. Le Tour de Bretagne cycliste, c'est une course de catégorie 2, et donc qui ne compte pas comme une véritable victoire pro. C'est pas non plus une course amateur, mais voilà. C'est pas suffisamment relevé en termes de classification pour compter comme une victoire pro. Mais ça veut quand même dire qu'il a un certain talent, ce coureur qui est plutôt spécialiste du contre-la-montre et du sprint. Donc voilà, un bon rouleur pour sa première saison. On l'a vu faire 16e du chrono de l'Étoile de Bessèges notamment. Il terminait à 1 minute de Kevin Vauquelin. Donc c'était plutôt un bon résultat. C'est évidemment la première fois c'est sa première course World Tour tout court. Il n'avait jamais fait de course World Tour dans sa carrière. Et sa première course World Tour de sa vie. C'est carrément un monument. C'est Milan-San Remo. Qu'est-ce qu'il sera capable de faire aujourd'hui, jusqu'où il va pouvoir aller. C'était assez intéressant. Dans les interviews d'avant-course, on l'avait vu plusieurs fois dire assuré qu'il serait dans l'échappée aujourd'hui pour la première course World Tour de sa vie. Il n'a pas menti, il est là devant. Il se fait plaisir, il a un gros gabarit. Il est vraiment assez imposant.
Baptiste Weistrofer, le français de la Lotto, qui est à l'avant aujourd'hui avec ses 7 compagnons d'échappée. Il est le seul à ne pas avoir d'équipier avec lui, puisque les autres sont des équipes qui sont représentées par 2 ou 3 personnes. Lui, il est tout seul pour la Lotto. Il n'a pas d'équipier pour travailler pour lui, mais ça ne l'empêche pas de ne pas être avare en effort là. Alors que dans cette descente, on voit pour la première fois un autre coureur que Sylvain Dillier en tête du peloton. Et ce sont les coureurs de la Lidl Trek. On voit 3 coureurs de la Lidl Trek aux 3 premières places du peloton. Il me semble que c'est Jacopo Mosca, l'Italien, qui est désormais en tête du peloton et qui a décidé de faire la descente en tête. À peine les coureurs ont rejoint la côte que le soleil est de retour. Il ne pleut absolument pas, la route n'est plus trempée. Tous les coureurs enlèvent leur kawaii, leurs jambières, leurs gants, leurs surbras et tout ce qu'ils ont. La température est clairement remontée. On retrouve le Milan de San Remo que l'on connaît. Apparemment, on se croyait sur une étape en Belgique de février. Là, ça y est, c'est l'Italie. Et derrière, une fois la descente terminée, c'est de nouveau Sylvain Dillier qui a repris la tête du peloton pour maintenir l'écart avec l'échappée. On est à 127 km de l'arrivée. On est encore très loin, évidemment, de l'arrivée. Les échappés ont 2 minutes 54 d'avance sur le peloton. Non, mais les gars, ils font des blagues à Sylvain Dillier. C'est énorme. Sylvain Dillier, il est toujours devant le peloton. Et là, il y a celui qui le suivait qui a décidé de tranquillement ralentir et d'attendre de voir s'il allait se rendre compte que plus personne le suivait. Et au bout d'un moment, forcément, Sylvain Dillier, quand même, se rend compte que le peloton ne le suit plus et il se retourne et il fait des grands gestes en leur disant « Mais qu'est-ce que vous foutez à pas me suivre ?» Et il y en a plusieurs qui se regardent et qui se marrent tout simplement, qui font des petits sourires. Ça n'a pas fait trop rire Sylvain Dillier par contre. Et ça fait plus de 150 km qu'il est en tête du peloton. Et là, ils lui font une blague de plus le suivre. Ça a fait marrer quelques coureurs. Mais voilà, ils sont revenus dans sa roue. Et Sylvain Dillier a repris son travail incroyable. Il a reperdu du temps toutefois sous les échappées. Les échappées ont 3 minutes 40 d'avance à 113 km de l'arrivée. On sent que c'est une longue course pour qu'ils se permettent de faire des petites blagues comme ça. Ils doivent un peu s'ennuyer sur leur vélo. 100 km de l'arrivée, les 8 hommes de tête ont toujours un écart assez similaire de 3 minutes 47. On est à 100 km du verdict de ce Milan de San Remo qui succédera à Jasper Philipsen. Est-ce que ce sera Jasper Philipsen lui-même ou un des autres anciens vainqueurs? Ça fait très longtemps qu'un coureur n'a pas gagné 2 fois Milan de San Remo. Le dernier à avoir remporté plusieurs reprises, c'est Oscar Freire en 2010 qui s'y imposait pour la 3e fois. Mais sinon, depuis, on a eu donc 14 éditions pour 14 vainqueurs différents. C'est une course tellement incertaine où il ne suffit pas d'être favori pour gagner, à l'inverse d'autres courses comme par exemple le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Là, il y a beaucoup plus de... Comme elle est moins dure, il y a moins de possibilités de faire des différences. Et donc, c'est plus difficile de gagner plusieurs fois. Je ne pense pas que le record de Eddy Merckx, qui s'est imposé à 7 reprises sur Milan San Remo, soit un jour battu. À mon avis, là, c'est quelque chose d'inatteignable. Quand on voit que Pogacar n'y s'y est jamais imposé, alors que c'est sa 5e participation à Pogacar. Il a fait 12e, puis il a fait 5e, puis il a fait 4e, puis il a fait 3e. Est-ce qu'il va faire 2e aujourd'hui ou est-ce qu'il va enfin s'imposer ? C'est le suspense. Et puis allez, on a encore le temps de faire encore un focus sur un joueur. Alors, plutôt que faire un coureur de l'échappée, on va voir celui qu'on a en fait le plus vu depuis le début de cette étape. C'est évidemment Sylvain Dillier. Il est toujours en tête du peloton. Ça va faire 200 km qu'il est en tête du peloton. Le Suisse Sylvain Dillier. C'est quand même incroyable, le coureur de l'Alpecin de Koenig, le travail qu'il fait. Puis, il n'a pas l'air mécontent. Il est content de faire son boulot, là. C'est vraiment une belle journée à l'avant pour lui. Même si on lui fait des petites blagues de temps en temps où on arrête de le suivre. Coureur expérimenté, Sylvain Dillier, 34 ans. Il a commencé sa carrière du côté de la BMC Racing Team, une équipe américaine. C'était directement en World Tour. Il a passé la plupart de sa carrière en World Tour. Il a passé 3 ans du côté de l'AG2R La Mondiale entre 2018 et 2020, avant de rejoindre l'Alpecin Phoenix en 2021 et de redescendre au niveau Pro Tour. Mais depuis, l'Alpecin, devenu Alpecin de Koenig, est remonté en World Tour. Et il est donc depuis 5 ans dans l'équipe belge. Le Suisse qui compte 8 victoires dans sa carrière, dont une en World Tour. C'était une étape du Giro en 2017. Il s'imposait au bout d'une échappée devant Jasper Stuyven et Lukas Postelberger. C'est la plus belle victoire de sa carrière. Il a été aussi 2 fois champion de Suisse
de la course en ligne en 2017 et en 2021, mais aussi champion de Suisse du chrono en 2015. Voilà ses plus belles victoires à Sylvain Dillier, qui est désormais un équipier, un rouleur. Il est là pour revenir tranquillement sur le peloton. Depuis le début de saison, il avait participé à l'UAE Tour, à Omloop Newsblad et à Kurn Brunsel-Kurn. Mais il n'est plus là pour faire des résultats. Il est là pour travailler. Aujourd'hui, c'est pour Philipsen ou pour Van Der Poel. Et c'est incroyable. Hein. Il est le seul à avoir pris c'est un relais de 200 km en fait qu'il a fait, Sylvain Dillier. Le Suisse infatigable. Il va se faire, je pense qu'il va se faire charrier à la fin de la course par plusieurs de des coureurs du peloton là, qui lui ont dit mais c'est hallucinant ce que tu as fait. Tu nous as pas laissé nous reposer un moment, nous laisser passer un relais. Même j'ai l'impression qu'il laisse personne d'autre prendre des relais pour lui. Il a envie de faire le plus longtemps possible. On est à 95 km de l'arrivée désormais. Il va bien falloir qu'il se relève à un moment donné. Hein. Peut-être dès que on attaquera et on s'en rapproche des premiers capots. Le capot mêlé, le capot cerveau et le capot Bertha. On y sera il y a encore du temps, hein. Encore 40 km avant ces 3 petites ascensions. Est-ce qu'il sera encore à l'avant du peloton, Sylvain Dillier? Ça y est, justement. Sylvain Dillier qui demande à Jacopo Mosca de la Lidl Trek qui est derrière lui de lui passer un relais. Il lui demande, bon, on tourne ou quoi? Et Jacopo Mosca qui fait non de la tête. Et là, Dillier, il a eu l'air un peu saoulé quand même. Là. Il dit, non, mais c'est pas vrai, ça fait 200 km que je suis en tête et il veut même pas passer un relais de 5 km. Il allait parler ensuite à son oreillette pour dire est-ce que je continue et oui, il continue. Il n'y a personne qui veut l'aider. Et c'est lui qui a les 2 plus grands favoris peut-être dans son équipe avec Philipsen et Van Der Poel. Il a le tenant du titre. Donc c'est la responsabilité plus sur cette équipe que sur la Lidl Trek. Mais ils sont quand même avec Milan et Pedersen aussi 2 énormes favoris. Mais c'est la première fois qu'on voyait Sylvain Dillier demander un peu d'aide. On lui a refusé. Dur. Ça y est, mesdames et messieurs, Sylvain Dillier n'est plus en tête du peloton après 225 km à avoir amené le peloton. Les choses d'un seul coup sont devenues sérieuses. On a vu les Lidl Trek se replacer. Les Ineos qui sont désormais en tête, c'est Geraint Thomas lui-même, le vétéran gallois qui est en tête du peloton désormais. Le but c'est de placer Philippe Ogana. On voit la Tudor bien placée, la Red Bull Bora Hansgrohe bien placée. On ne voit pas encore trop les coureurs de la Emirates. La Alpecin est toujours là, même s'il n'y a plus Sylvain Dillier. C'est les grandes manœuvres qui vont bientôt commencer, alors qu'on est encore à 62 km de l'arrivée. Les échappés sont encore loin devant. Ils ont 3 minutes 40 d'avance, donc il faut les rattraper. Ça veut dire qu'il faut accélérer. Et si on accélère, ça veut dire qu'il faut bien placer ses leaders. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on sent qu'on est entré tout d'un coup dans une toute autre phase de la course, la phase décisive, tout simplement. Les échappés qui sont dans le premier capi. Le capot mêlé, 1,8 km à 3,5% de moyenne. C'est donc pas très long, il y a des passages à plus de 7%. Les échappés qui sont toujours 8, mais est-ce qu'il va y avoir peut-être des premières attaques? On a vu notamment le français de la Lotto, là, Baptiste Weistrofer, être un peu frustré, demander à d'autres, un petit peu à ses collègues d'échappés d'aller plus vite, de prendre plus de relais. Mais forcément, il y a certains qui s'économisent vu qu'ils ont des équipiers. Et ça, Baptiste Weistrofer, il n'a pas trop aimé. Ça a l'air d'être un peu un nerveux, le garçon, là. Ils ont encore 2 minutes 34 d'avance sur le peloton, mais le peloton qui vraiment va à toute allure derrière. Hein. Là, on voit ça, il y a la UAE qui est enfin aux premières loges. Alors que voilà, il y a un premier lâché dans les échappées, c'est Tommaso Nencini, le coureur de la Vini Fantini. Il est le premier à lâcher. La première chute de ce Milan-San Remo, ça y est. Eh oui, c'était nerveux, ça allait plus vite. On a Christopher Hamilton qui est tombé. On a Nelson Poles. Et Laurent Spiti peut-être qui est là. Laurent Spiti, c'était un petit outsider. Oh, ouais. Il est tombé sur le côté et sans vraiment comprendre pourquoi. Un coureur de l'Uno-X aussi. Sur le côté de la rambarde de sécurité, là, il a dû peut-être glisser un peu sur le fossé. Et il est tombé. Laurent Spiti pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Là, c'était vraiment pas le moment de tomber dans l'ascension du capot mêlé. C'est des coureurs qu'on peut-être on reverra pas, hein, parce que là ça va très très vite. Il n'y avait pas eu de chute encore, ça devait arriver, je suppose. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ou alors que là on a Jasper Philipsen qui s'arrête, il doit changer de vélo ou changer de roue. Un problème technique là aussi, pas au bon moment. Alors on l'avait déjà vu plusieurs fois à l'arrière vers sa voiture, Jasper Philipsen, il est tombé il y a quelques jours.
Il a des pansements un peu partout. Il est peut-être pas à 100%. Ce sera probablement plus Mathieu Van Der Poel, à mon avis, le leader, que le tenant du titre, Jasper Philipsen, qui là va devoir va falloir se dépenser s'il veut revenir dans le peloton après ce changement de roue. Alors que les échappés sont déjà dans l'ascension du Capo Cervo, 1,3 km à 3,7% de moyenne. C'est encore très court, mais ça s'enchaîne après le Capo Mêlé. L'écart qui est descendu sous les 2 minutes. Alors qu'à l'instant même, Jasper Philipsen fait son retour. Lui, dans le peloton, il a réussi à revenir. Bon, ça lui a coûté, mais finalement, il l'a fait assez rapidement quand même. Hein. Il est de retour. Il est à l'arrière du peloton, mais Jasper Philipsen, mais il est encore dans le coup. Ah, et ça lâche encore dans l'échappée pour Filippo Turconi. Ça lâche pour Alessandro Verret. Ça lâche pour tout le monde en fait, puisque c'est le coureur de la Bardiani qui a attaqué. Martin Marcellucci, qui est désormais seul en tête. Derrière, on a le français de la Lotto, Baptiste Weistrofer, qui tente de suivre, mais dans un second temps. Et puis derrière, on a les autres qui se sont fait surprendre. Il n'y a plus que Marcellucci seul en tête. Alors qu'on est dans le Capo Berta, le 3e des Capis, que l'écart n'est plus que d'1 minute 10 sur le peloton. Et qu'on est encore loin de l'arrivée, 40 km. Ça va se terminer pour Martin Marcellucci. Dans très peu de temps, il n'a plus que 11 secondes d'avance sur le peloton. Derrière, il a encore les 2 Français, Mathis Lebert et Baptiste Verstroffe, qui sont intercalés. Eux, ils sont 3 secondes devant le peloton, mais voilà, ils vont être repris juste au pied de la Cipressa. 5,6 km à 4%. Et c'est là que c'est la grande interrogation. Est-ce que Pogačar va attaquer dès cette Cipressa? On est à 27 km de l'arrivée. Ou est-ce qu'il va attendre d'attaquer seulement dans le Poggio comme l'an passé? Mais ça n'avait pas marché l'an passé. Donc le but, c'est d'attaquer peut-être plus tôt cette année pour tenter d'éliminer les sprinteurs, les Philipsen, les Milan, les Pedersen et même Mathieu Van Der Poel. Ouais, ils arrivent à pleine vitesse dans cette ascension. Et juste à l'instant, voilà, Martin Marcellucci est repris. Et derrière, il y a un ralentissement. Et ouais, ils arrivaient tellement vite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a des coureurs par terre. Il y a 2 coureurs intercalés, un coureur de la Cofidis et un coureur de la Decathlon. Aïe, 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 aïe. Je me demande si c'était pas Aurélien Paré-Peintre pour la Decathlon qui était par terre là. Peut-être Damien Touzé pour la Cofidis. C'est à confirmer, mais ils sont tombés. Du coup, ça a fait des ralentissements. Et il est possible qu'il y ait un trou, une cassure là dans le peloton. C'est pour ça que c'est important d'être placé. Voilà. C'est vraiment l'exemple type pour les leaders. C'est pour ça qu'ils sont dans les 20-30 premiers et que ça va vite. Parce que s'il y a un problème comme ça derrière, on se retrouve piégé. C'est Tim Wellens qui fait le rythme en tête du peloton. Un gros rythme, mais pas d'attaque pour l'instant. Pogačar, il est un peu plus loin. Il est en 20e position. Il ne s'apprête pas encore à attaquer, à mon avis. Dans la roue de Tim Wellens se retrouve Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna dans la roue de Van Der Poel. Ils sont vraiment bien placés derrière. On a 2 coureurs de la Tudor. Est-ce que c'est Julien Lafilippe qui est là? Avec Matteo Trentin. Pogačar est remonté. Alors que Philipsen, lui, il est distancé. Jasper Philipsen est distancé. Non, il n'était pas à 100%. Et là, il est lâché. Il ne défendra pas son titre cette année, Jasper Philipsen. Là, c'est officiel. Et il ne pourra même pas aider Mathieu Van Der Poel. Ça aussi, c'est important. Là, c'est le premier tournant. Alors que suite à cette chute, on n'a plus qu'une quarantaine de personnes, 50 dans le peloton. Et c'est au tour de Jonathan Narvaez de prendre le relais en tête du peloton. Et cette fois-ci, Pogačar est dans sa roue. En 2e position, suivent Ganna, Van Der Poel. Ils sont plus nombreux. Ils sont vraiment plus nombreux. Romain Grégoire, que je vois bien placé en 7-8e position. Il reste une trentaine de personnes, mais c'est plus que l'accélération des Emirates. Je pense que c'est la chute qui a vraiment fait une cassure. Et du coup, ceux qui ont été surpris, ralentis, c'était dans une rue étroite, n'ont pas pu revenir. Et avec ce rythme insensé, forcément, ça ne reviendra pas là. On est à 25 km tout pile de l'arrivée. Et on sent bien que Pogačar va attaquer dans cette Cipressa. Énorme travail de Jonathan Narvaez. Il est au sprint, c'est terrible. Et il laisse passer Pogačar. Et c'est l'attaque. Et c'est l'attaque de Tadej Pogačar. 25 km de l'arrivée, 3 km du sommet de la Cipressa. Pour l'instant, c'est Ganna dans sa roue qui suit bien. Van Der Poel, Romain Grégoire en 4e position. Et c'est les 4 seulement qui sont partis. Super, ce que fait Romain Grégoire dans la rue de Van Der Poel et Ganna. Et Ganna qui perd quelques mètres sur Tadej Pogačar. On ne voit pas les coureurs de la Lidl Trek, notamment où sont Milan, où sont Pedersen. Derrière Mathieu Van Der Poel, toujours dans la roue de Ganna. Et Romain Grégoire, toujours dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Il n'a pas fait l'écart, ça revient. On a 4 coureurs en tête désormais. Pogačar, Van Der Poel, Ganna et Romain Grégoire. Ça, c'est beau. C'est beau ce qu'il fait le français là. Pogačar qui continue son effort. Désormais, c'est Van Der Poel qui est dans sa roue. Il a doublé Ganna. Mais on est encore loin du sommet. Et Romain Grégoire qui est en train de craquer. Romain Grégoire qui lâche là. Ganna aussi. Ganna et Grégoire qui lâchent. Il n'y a plus que Pogačar et Van Der Poel. Ouais.
Il se retourne Pogacar, il voit qu'il en a lâché un, il en a lâché deux. Il manque le troisième. Ganna qui a réussi à revenir, j'ai l'impression, ouais, il est revenu, Filippo Ganna, mais pas Romain Grégoire. Ganna, il est impressionnant. Franchement, Filippo Ganna, c'est vraiment... C'est un nouveau coureur. Hein. C'est plus du tout qu'un coureur de contre-la-montre, c'est vraiment un coureur complet désormais, comme Van Der Poel et comme Pogacar. Pour l'instant, c'est toujours Pogacar qui mène, mais là, c'est plus un train, il ne lâchera pas Van Der Poel comme ça, il n'y a pas d'accélération. Ils sont que 3 devant. Et Romain Grégoire, il a explosé. Pour l'instant, c'est la Lidl Trek qui est vraiment la grande perdante. Ils ont passé personne et il y a un gros écart là. Il y a 15 secondes. 15 secondes entre ce trio. Et d'abord, on a encore Romain Grégoire qui est intercalé. Et le peloton est un petit peu plus loin. Allez, Pogacar qui en remet une. Van Der Poel qui s'accroche. Ganna qui lâche encore quelques mètres. Mais est-ce qu'il va réussir à revenir de nouveau au train? Filippo Ganna, c'est le plus puissant. Hein. C'est le meilleur rouleur. Et Van Der Poel, il lâche pas du tout la roue là, de Pogacar. On est encore à 1 km du sommet. Et Ganna qui va finir par revenir encore. Désormais, c'est Van Der Poel qui prend le relais de Tadej Pogacar. Et Ganna qui revient. Derrière, Romain Grégoire se fait reprendre par le peloton. Mais ils sont à 30 secondes derrière. C'est la Red Bull qui est en train de mener dans ce peloton. On retrouve Biniam Girmay. Je vois qu'un seul coureur de la Lidl Trek. Donc je ne sais pas si c'est Pedersen ou Milan. Ils sont une quinzaine de coureurs. Et le trio qui arrive au sommet de la Cipressa. Pogacar, Van Der Poel, Ganna. Et les voici dans la descente. Et ensuite, il y aura une dizaine de kilomètres de plat avant le Poggio. Ils ont 30 secondes d'avance sur un groupe d'une quinzaine de coureurs. Le peloton, c'est Laurens Pitty qui est revenu finalement de sa chute et qui est en tête du peloton, qui roule pour tenter de ramener qui on a encore de la Red Bull dans cette échappée. Peut-être que Maxime Van Gils ou Roger Adria sont encore là. C'est Mats Pedersen qui est en dernière place de ce peloton. Devant lui, il a Giulio Ciccone. Ils viennent de revenir sur le peloton. Mais je ne pense pas que Jonathan Milan soit là. Il y a un coureur de la Tudor qui est sorti en première position. C'est peut-être Alaphilippe. On a 2 coureurs de la Visma Lease Bike. 2 coureurs de l'IF. Il y a Michael Matthews. Il y a Pidcock. Tous ceux qui se sont fait piéger. Mais ils n'ont plus beaucoup d'équipiers pour rouler. C'est ça le problème. Et pour revenir sur le trio de devant. Et l'écart qui grandit. 40 secondes désormais. C'est Matteo Trentin qui est parti en contre. C'est pas Julien Alaphilippe, mais bon, il a juste 5-6 secondes d'avance sur le peloton. Du moins, le groupe débattu pour l'instant. L'écart qui grandit encore. 1 minute de retard à 15 km de l'arrivée. Ça va être très compliqué parce qu'en plus, devant les 3, ils collaborent. Ganna, Pogacar et Van Der Poel. Il est fort probable que la gagne se joue entre ces 3-là. On va arriver au pied du Poggio di Sanremo à 10 km de l'arrivée. 3,6 km à 3,7%. C'est pas très pentu, hein, donc il va falloir que Pogacar fasse très fort pour lâcher Van Der Poel et Ganna. Mais c'est sa seule chance. Derrière, le peloton est de plus en plus groupé. Ils sont au moins une trentaine. Ils sont à 46 secondes. On a vu Victor Kampenarts passer des relais. Ça a donc l'écart un petit peu diminué, mais ça va être trop compliqué pour revenir sur les 3 de tête. D'autant plus que là, ça va monter à vive allure. On attend l'attaque de Pogacar. Et c'est parti. Une énorme attaque. Et c'est Van Der Poel qui saute dans sa roue. Ganna qui, comme tout à l'heure, lâche un petit peu, mais on l'a vu revenir à chaque fois. Pour l'instant, Van Der Poel ne perd pas 1 mètre sur Tadej Pogacar. S'ils restent les deux ensemble, ça pourrait profiter à Ganna pour revenir si du coup ils ne collaborent pas trop. Pour l'instant, pas d'écart entre Pogacar et Van Der Poel, alors que Ganna est à 20 mètres derrière. Là, il est en train de perdre du temps, Filippo Ganna. Il a attaqué dès le pied. Il reste 3 km d'ascension. Il va les faire le plus vite possible, tout simplement, Pogacar. Mais pour l'instant, ça n'a pas déphasé Van Der Poel, qui est tranquille dans sa roue. Enfin, tranquille, c'est quand même un bien grand mot, je pense. Pour Ganna, ça commence à sentir le roussi. On va retrouver peut-être bien un duel entre les deux grandissimes favoris. Mais bon, un duel au sprint, c'est pas forcément bon pour Pogacar. Il faut qu'il arrive à le distancer là, avant le sommet. Et le rythme qui est un tout petit peu ralenti. Et du coup, Ganna qui semble regagner un poil du terrain. Il est en mode contre-la-montre, Filippo Ganna, donc il ne se soucie pas trop des accélérations. Il va à son rythme régulier, mais il est en train de revenir. Il fait l'élastique, mais ils n'auront pas. Il est 5 secondes derrière. Et Pogacar qui demande un relais à Van Der Poel. Et Van Der Poel qui ne lui passe pas de relais. Non. Van Der Poel qui ne passe pas de relais. Et du coup, ça va profiter à Ganna pour revenir, ouais. Van Der Poel n'a pas passé le relais. Et Ganna est de retour. Et juste au moment où Ganna revient, Pogacar remet une accélération. Et le pauvre Filippo Ganna immédiatement reprend 20 mètres. Et t'as des Pogacar qui continue. Van Der Poel qui reste accroché pour l'instant.
Et il perd quelques mètres quand même, Van Der Poel, attention. C'est vraiment centimètre par centimètre. Allez, il y a un virage là, une épingle. Il a pris quelques mètres, attention, il est gêné par les motos. Faut accélérer les motos, c'est bon. Et ça a permis quand même à Van Der Poel de revenir. Van Der Poel toujours dans la roue finalement, on pensait qu'il allait lâcher. Mais le fait qu'il y ait ce virage en épingle, les motos un petit peu trop près, ça a permis à Van Der Poel de revenir. On est à kilomètre 700 du sommet, il l'a toujours pas lâché. Et Van Der Poel qui prend un relais cette fois-ci. Est-ce qu'il a encore une dernière accélération dans les jambes, Tadej Pogačar? Filippo Ganna qui n'a pas lâché prise, hein. Il est là, il revient là dans ce relais de Van Der Poel qui n'est pas très appuyé. Et ça y est, Pogačar qui remet une. Troisième tentative dans ce Poggio pour Tadej Pogačar. Mais là, c'était plus pour empêcher Ganna de revenir que de lâcher Mathieu Van Der Poel. Elle n'était pas très tranchante. Ça n'a posé aucun souci cette fois-ci à Van Der Poel. On est à 1 km du sommet du Poggio. Ah, il se remet en danseuse, Tadej Pogačar. Il remet encore une accélération. Ah, mais Van Der Poel qui ne la lâche pas d'un centimètre. Il grimace, on sent qu'il donne vraiment le plus grand des efforts. Mais derrière Van Der Poel, il le suit. Il le suit comme son ombre. Ah là, quel duel, c'est incroyable. Il va pas le lâcher. C'est même Mathieu Van Der Poel qui tente de le contrer. Mathieu Van Der Poel qui le contre Tadej Pogačar et qui le distance. Oh, il lui a mis 5-6 mètres là, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui attaque à 400 mètres du sommet. Tadej Pogačar qui a été surpris et qui est peut-être quand même en train de revenir là. Ouh, Mathieu Van Der Poel qui a tenté un coup. Il sentait que Pogačar avait beaucoup donné, qui était peut-être à bout, mais Pogačar qui revient. Il a été surpris. Ouh, et carrément il freine derrière là, Mathieu Van Der Poel. Il s'échange un petit mot là. Bon, ils sont copains donc ça devrait aller, mais Pogačar a été surpris au début, mais il est revenu finalement. Derrière Filippo Ganna qui est encouragé bien sûr par tous les tifosi pour tenter de revenir, mais il a 15 secondes derrière. Le groupe des battus est à 46 secondes. Ils sont montés vite aussi parce qu'ils n'ont pas perdu de temps, mais ils pourront pas revenir. Il reste plus que la descente désormais. Ça y est, ils y sont. C'est Van Der Poel qui prend la tête dans cette descente. Attention à pas faire d'erreur. On l'espérait et on le voulait, ce duel entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Ils sont au-dessus du lot. Il n'y a que Ganna qui a réussi à les suivre. Et Romain Grégoire au tout début. Les autres, on les a pas vus. Les Pedersen, les Pidcock, les Matthews. Mais désormais, un duel au sprint, bien sûr, c'est avantage à Mathieu Van Der Poel. Là. Pogačar, il faut qu'il reste dans la roue désormais. Et espérer un petit miracle quand même pour battre Van Der Poel au sprint. Pogačar, il continue quand même de rouler, de prendre des relais dans cette descente qui est magnifique. Là, suivi en vue de drone. Ils veulent pas que Ganna revienne parce que Ganna est peut-être encore meilleur sprinter que eux deux. Donc il faut faire attention. Il préfère rouler. Même si, c'est peut-être bien la deuxième place qui attend Pogačar là. Ouais, il tente même de le distancer, j'ai l'impression. Hein, dans cette descente, il va vraiment très vite. Ganna est une 13 secondes derrière. Il reprend du temps. La machine Filippo Ganna. On entre dans les 3 derniers kilomètres de cette course de 291 km. Hein. Il ne reste plus que 3. Et Pogačar qui mène toujours Van Der Poel. Ganna qui revient petit à petit, grappille seconde par seconde. C'est pas impossible qu'il revienne avant la fin. C'est encore Pogačar qui mène. Il est très généreux, mais peut-être qu'il s'épuise un peu trop là en vue du sprint. Van Der Poel est tranquille dans sa roue. Allez, ils arrivent maintenant sur le plat. Les 2 derniers kilomètres de plat. Van Der Poel qui prend le relais de Pogačar. Ganna qui est derrière à 7 secondes. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va être le premier coureur depuis 2010 à remporter plus d'une fois Milan-San Remo, ou est-ce que Tadej Pogačar va ajouter ce monument qui manque à son palmarès? À moins que Ganna réalise l'incroyable exploit de revenir sur la fin. Plus que 6 secondes de retard pour Filippo Ganna. Il les a bien sûr là dans sa ligne de mire. Ça risque d'être compliqué quand même. On est à 1 km 400. Pogačar qui prend la tête devant Van Der Poel. Mais il va aussi peut-être un petit peu se regarder les deux. Hein. En vue du sprint, ça pourrait profiter à Ganna. Ah, Van Der Poel qui prend la tête. Pogačar, faut qu'il arrête de emmener Van Der Poel trop s'il veut avoir une chance aussi. Mais ça revient pour Ganna. Il a plus que 5 secondes là de retard à Filippo Ganna. Pogačar, il reprend un relais. On a passé la flamme rouge. C'est toujours Pogačar qui est en tête devant Van Der Poel. Mais Filippo Ganna est juste derrière. Et Filippo Ganna qui va revenir. Ouais, il se regarde. Il s'arrête. Et Ganna est de retour. Ils sont bien 3. Est-ce que Filippo Ganna va réussir à surprendre les 2 favoris? Ce serait énorme. Un Italien ici à Milan-San Remo. Et ça y est, ça se juge. C'est Van Der Poel qui est devant. Mais ça va tout doucement désormais. Van Der Poel devant Pogačar. Ganna en 3e position. Qui va lancer le sprint en premier? Filippo Ganna qui prend la roue de Van Der Poel. Pogačar qui passe en 3e position. Van Der Poel toujours devant, qui va au ralenti. Il se retourne. Il est inquiet. On est à passer les 500 mètres de la ligne. Toujours pas d'attaque
C'est Filippo Ganna qui désormais, Van Der Poel qui s'est écarté, Van Der Poel tout à droite, Ganna tout à gauche. Tadej Pogačar un petit peu plus loin qui prend de l'élan pour tenter de surprendre. Voilà, là on se rapproche vraiment très près de l'arrivée, toujours pas d'attaque et c'est Van Der Poel qui lance en premier. Ganna qui prend sa roue, Pogačar dans la roue de Filippo Ganna. Pour l'instant c'est toujours Mathieu Van Der Poel qui est en tête. Ganna qui tente de revenir mais pour l'instant Mathieu Van Der Poel qui tient bon. Ganna qui est toujours derrière, Mathieu Van Der Poel qui va aller s'imposer. La victoire de Van Der Poel devant Ganna et Pogačar. La victoire de Mathieu Van Der Poel qui s'impose pour la deuxième fois sur Milan-San Remo. Il est parti en premier et ils l'ont jamais revu. Ils étaient dans sa roue, mais ils n'ont jamais pu le dépasser. C'était trop fort. Ganna qui fait deuxième et Pogačar qui va faire troisième comme l'an passé et être forcément déçu. Mais il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu décrocher Mathieu Van Der Poel qui est trop fort. Qui est trop fort dans ce genre de parcours. Une puissance extraordinaire. Allez, derrière, on va voir le sprint pour la 4e place. Il y a beaucoup de monde. Une trentaine de personnes qui vont se disputer ce sprint. On a Michael Matthews qui est là, un coureur pour l'Alpecin. Et l'Uno-X, c'est Michael Matthews. Et Caden Groves qui était là pour l'Alpecin, en fait, qui prend la 5e place devant un coureur de l'Uno-X. Michael Matthews encore bien placé, 2e l'an passé, 4e a priori cette année. Mais la victoire, elle est pour le Hollandais, Mathieu Van Der Poel. On revoit le sprint au ralenti, mais il est assez clair. Van Der Poel qui attaque en premier. Ganna qui a un temps de retard, il a 2 vélos derrière. Pogačar bien dans la roue de Ganna, mais il ne peut pas les écarts qui restent un petit peu les mêmes jusqu'à la ligne d'arrivée au final. Ganna qui revient, qui gagne un petit mètre, mais non, il finit un vélo derrière. Pogačar finit un vélo derrière Ganna. C'était limpide la victoire de Mathieu Van Der Poel. Ganna qui avait peut-être mis beaucoup d'efforts pour revenir, il n'avait pas suffisamment de jus. Parce que c'est aussi un très bon sprinter. Mais face à Van Der Poel et son explosivité, sa puissance assez extraordinaire sur une route plate. Et Pogačar, c'est trop plat, ça montait pas assez pour dépasser ces deux monstres, lui qui a un bien plus petit gabarit évidemment. Il se prend la tête dans les mains, Mathieu Van Der Poel. Il n'en revient pas d'avoir gagné, il gagne tout de toute façon. Mathieu Van Der Poel, c'est une machine à gagner. Encore un monument au palmarès de Van Der Poel. C'est le 7e monument de la carrière de Mathieu Van Der Poel, son 2e Milan-San Remo. Il compte aussi 2 Paris-Roubaix et 3 Tours des Flandres. Voilà le palmarès incroyable de Van Der Poel. Meilleur, tout simplement, au-dessus, aujourd'hui. Jamais décroché par Pogačar, à part juste là dans le Poggio, juste avant un petit virage, mais c'était plus à cause du virage qu'autre chose, je pense. Il devance donc Filippo Ganna, qui vient chercher une 2e place et son meilleur résultat sur un monument comme en 2023. Il avait fait 2e déjà de Milan-San Remo. Et il avait déjà été devancé par Mathieu Van Der Poel. C'était lors de la première victoire de Van Der Poel. C'était pas Pogačar, mais Van Aert qui avait fait 3e pour Pogačar. C'est donc la 2e, 3e place consécutive sur ce Milan-San Remo. 6e participation et toujours pas de victoire sur une course. C'est étonnant pour être signalé, surtout pour une course dont c'est un de ses objectifs. Derrière, le peloton débattu termine à 43 secondes. Il est réglé par l'Australien Michael Matthews devant Caden Groves. Magnus Cort pour l'Uno-X Mobility qui vient chercher la 6e place. Mats Pedersen finalement seulement 7e, le coureur de la Lidl Trek qui n'a pas pu suivre les attaques de Pogačar. Olaf Kooi pour la Visma Isobike est 8e. Matteo Trentin de la Tudor 9e. Et puis Fred Wright pour la Bahrain Victorious complète le top 10. Derrière, on retrouve des favoris comme Binyam Girmay à la 14e place. Aram Bourou 15e. Van Gils 19e. Jasper Stuyven, ancien vainqueur, termine 23e. Et puis les premiers Français, Quentin Paché, 29e, et Romain Grégoire, 30e, sont aussi dans ce groupe, dans ce peloton. Victor Lafay termine 34e. Thomas Pidcock termine 40e. Et c'était le dernier de ce peloton. Déception pour Kevin Vauquelin et Julien Alaphilippe qui terminent 41 et 42e. Donc dans un second groupe juste derrière. Giulio Ciccone, 47e. Alberto Bettiol pour Astana, seulement 57e à plus de 2 minutes 30. Jonathan Milan, 81e, il n'a jamais pu suivre. Matej Mohoric a également été rapidement distancé. 100e, Matej Mohoric à 5 minutes. Il n'a pas pesé sur la course, pas plus qu'Axel Zinglet, 109e à 6 minutes 58. Et puis Jasper Philipsen qui a lâché et qui finit très loin, 163e à 16 minutes 48. Il n'est toutefois pas le dernier à être arrivé. C'est Vegard Stak Laengen, le coureur de la Team Emirates XRG, qui termine dernier
à 18 minutes 48. À noter qu'il y a eu très peu d'abandon. Parfois, dans ces classiques, les monuments, les courses d'un jour, on voit beaucoup d'abandon. Mais là, les coureurs ont pris soin de tous terminer, à l'exception de Sylvain Dillier, le coureur de l'Alpecin de Koenig, celui qu'on a vu à l'avant pour 200 km, 220 km. Il n'a pas réussi à finir ensuite. Il avait vraiment plus de jus. Il a abandonné, tout comme Domen Novak de la Team Emirex, Martin Zverček de la Soudal Quick Step et le coureur qui était en échappée, Tommaso Nencini de la Solution Tech Vinifantini, n'a pas réussi non plus à finir. Mais c'est tout, 4 petits abandons. C'est vraiment pas beaucoup. On a donc 169 coureurs qui sont arrivés au final de ce Milan-San Remo. C'était la 116e édition. Et c'est donc Mathieu Van Der Poel qui s'y impose pour la deuxième fois. C'était une course vraiment formidable, avec beaucoup de suspense, et les attaques de Pogačar et le duel entre Van Der Poel et Pogačar finalement remporté par le Hollandais, avec Filippo Ganna qui a réussi à suivre ces deux génies, ces deux monstres du cyclisme. Désormais, probablement ces deux coureurs qui se donnent rendez-vous sur le Tour des Flandres. Ça sera le 6 avril. Et il me semble que les deux seront encore de la partie pour ce nouveau monument. Mais d'ici là, on aura le Tour de Catalogne que l'on va suivre sur 100% cyclisme, le course par étapes en Espagne. Et on verra notamment Primoz Roglic qui sera sur ce Tour de Catalogne comme le grand favori. Ça commence dès lundi et ça sera sur 100% cyclisme. On a passé une super après-midi sur Milan-San Remo. La primavera. Salut à tous, salut à toutes.